Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2020. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Le 11 juillet 2020, à l'est de la ville de Los Angeles, un livreur a frappé à la porte d'une maison où résidait Mark Angelucci. Cet avocat de 52 ans, reconnu et respecté, avait bâti une carrière impressionnante. Il n'attendait ni visiteurs ni livraison ce jour-là, rendant l'apparition du livreur inhabituelle. Mark pensait que le colis pouvait contenir des documents professionnels. Lorsqu'il a ouvert la porte, l'homme, se présentant comme un livreur de FedEx, lui a tendu un paquet et lui a demandé de signer pour réception. Alors que Mark s'apprêtait à prendre le paquet et à signer, l'individu a soudainement sorti une arme et a ouvert le feu à plusieurs reprises. Les balles ont atteint leur cible, faisant s'effondrer l'avocat sur le seuil de sa porte. L'assassin a rapidement pris la fuite après son acte, laissant sa victime agoniser sur le seuil de sa porte. L'avocat a succombé à ses blessures en quelques minutes seulement, se vidant de son sang, avant même que les secours alertés par des voisins n'arrivent. Sur place, la police disposait de très peu d'indices pour mener son enquête. Le livreur de la mort n'avait laissé aucune trace identifiable, à part les balles logées dans le corps de la victime. Les enquêteurs ont donc commencé par examiner l'entourage de l'homme, cherchant à identifier d'éventuelles animosités ou conflits récents qui auraient pu motiver cet acte brutal. L'attaque contre Mark Angelucci ne semblait pas être motivée par un vol, puisque rien n'avait été dérobé chez lui. La nature délibérée et précise de l'acte indiquait clairement que l'assassin éprouvait une animosité particulière envers sa victime. Mark a été abattu quelques secondes après avoir ouvert la porte. L'homme est tombé par terre, puis le tueur a abattu Mark sans défense à bout portant. Il visait clairement des organes vitaux pour priver toute chance de survie. Malheureusement, il a réussi. Les enquêteurs ont ensuite contacté Cassie Jay, une amie proche de Mark. Bien qu'il n'entretenait pas de relation romantique, Mark jouait un rôle significatif dans la vie de Cassie, qu'elle avait rencontrée lors du tournage d'un documentaire. Cassie fut surprise de découvrir en Mark un homme qui dérogeait à l'image typique d'un avocat. Sincère, positif et joyeux, il parlait avec passion de son travail. Loin de toute cupidité, il consacrait une part importante de son temps au bénévolat et s'engageait bénévolement sur des questions de discrimination envers les hommes, non pas pour affirmer la supériorité masculine, mais pour rechercher l'équité judiciaire. Mark estimait que l'essor des mouvements féministes avait créé un déséquilibre où, dans tout conflit, l'homme était presque systématiquement perçu comme coupable. Il pensait que le cadre législatif en place défavorisait les hommes, réduisant leurs chances de défendre efficacement leurs droits. Entre Cassie et Mark s'était développée une profonde amitié empreinte d'un amour fraternel et d'un respect mutuel. Cassie voyait en lui un pilier de soutien et de protection, rendant d'autant plus difficile pour elle d'accepter sa disparition. Les policiers ont alors continué d'analyser la vie personnelle de la victime. Mark est né le 30 mars 1968. Il était un habitant de Cedar Pines Park, en Californie, aux États-Unis. C'est une petite ville située dans les montagnes de Bernardino, près de Los Angeles. Personne de son entourage ne croyait que Mark aurait pu mériter un tel sort. Il était un avocat expérimenté, âgé de 52 ans, au moment de sa mort. Cette attaque froide, qui ne laissait littéralement aucune chance de survie, semblait être un acte délibéré. Mark Angelucci était un homme populaire et influent. Il gérait plusieurs pages sur les réseaux sociaux où il publiait régulièrement des articles liés à ses succès professionnels ainsi qu'à des motivations. Il offrait également des consultations, ce qui amplifiait son engagement et sa visibilité. Mark était une figure respectée, entièrement dédiée à sa profession. Il n'a jamais fondé de famille ni eu d'enfants, ayant choisi dès le départ de consacrer sa vie à sa carrière. Celle-ci, devenue sa principale passion, lui a permis de se hisser parmi les avocats les plus éminents de son État. Grâce à son succès professionnel, il avait pu acquérir une grande maison et une voiture haut de gamme.
Toujours vêtu de manière élégante et soignée, Mark dégageait une image extrêmement respectable. Au cours d'une analyse minutieuse des activités du défunt, les policiers ont remarqué qu'il était un militant du mouvement National Coalition for Men. Mark avait rejoint le mouvement des droits des hommes alors qu'il était encore étudiant en droit, motivé par l'expérience d'un ami qui, en 1997, avait été victime de violences domestiques de sa femme, mais s'était vu refuser l'aide de la police. Mark ne cherchait pas à attiser la haine. Au contraire, il voulait sensibiliser le public aux désavantages systématiques rencontrés par les hommes dans les litiges judiciaires. Il militait pour une égalité des droits et un traitement équitable entre hommes et femmes, indépendamment du sexe. Toutefois, ces actions pouvaient être interprétées de différentes façons, et il n'était pas exclu que des membres de communautés de genre aux positions plus radicales aient pu jouer un rôle dans son assassinat. En outre, Mark était souvent sollicité pour aider les hommes à obtenir la garde de leurs enfants dans des affaires de divorce. Mark disposait de ressources financières suffisantes pour offrir souvent ses services gratuitement, considérant cela comme une contribution à un avenir meilleur pour la société américaine. Selon Cassie, Mark était spirituellement si proche d'elle qu'il était littéralement considéré comme un membre de sa famille. Il ne l'avait jamais abandonnée, quelle que soit la situation. Cassie a plus tard écrit un livre et réalisé un film sur cet homme qu'elle estimait exceptionnel. Lors de son mariage en 2018, Mark avait conduit 7 heures pour féliciter sa meilleure amie. Sans famille directe, Cassie craignait que l'enquête sur la mort de Mark ne perde en intensité sans la pression des proches. C'est pourquoi elle a pris le rôle de militante, poussant la police à résoudre l'affaire et à trouver le coupable. Malheureusement, cela n'a pas grandement aidé, la police n'ayant toujours pas de pistes concrètes. Les restrictions dues au confinement ont en outre compliqué l'enquête. Cassie a donc décidé de s'impliquer activement dans la recherche du meurtrier, convaincue qu'aucun des proches de Mark ne pouvait être le coupable. Cassie envisageait la possibilité que le meurtre ait été aléatoire, mais elle restait convaincue que l'activité professionnelle de Mark était la clé pour résoudre l'affaire. Elle savait que Mark défendait fréquemment des individus moins fortunés, confrontés à des adversaires nettement plus riches et puissants. Elle comprenait que chaque affaire gagnée par Mark pouvait susciter le mécontentement de ces personnes influentes, devenant ainsi un mobile potentiel pour une personne déséquilibrée. Pour identifier d'éventuels suspects, la police a dû interroger de nombreuses personnes et examiner les dossiers sur lesquels Mark avait travaillé récemment. Cependant, avant que les enquêteurs ne puissent recueillir des informations précieuses, un nouveau crime similaire a eu lieu, à 3000 km de là, dans le New Jersey. Le 19 juillet 2020, une semaine après l'attaque contre Mark, un individu se faisant passer pour un livreur FedEx a ouvert le feu à la résidence d'une juge fédérale. Le fils de la juge, Daniel Anderle, un étudiant, a ouvert la porte. Après un bref échange, il a été touché par une balle en pleine poitrine. Le criminel visait en réalité la juge, mais Daniel s'est trouvé sur sa trajectoire et a reçu le coup destiné à sa mère. Après que Daniel soit tombé, le criminel a tiré 3 fois sur son père. Tous deux ont été gravement blessés, mais ils étaient encore en vie lorsque l'assaillant a quitté les lieux précipitamment. Sa mère, qui se trouvait au sous-sol pendant l'attaque, n'a pas été blessée. Les amis de Daniel ont découvert ce qui s'était passé grâce aux articles sur Internet, mais les informations étaient contradictoires. Certains articles affirmaient que Daniel était décédé sur place, tandis que d'autres rapportaient qu'il était hospitalisé dans un état critique. Naturellement, ses proches espéraient que cette dernière version soit la vraie, mais malheureusement le jeune n'a pas survécu à ses blessures. Daniel était le fils, âgé de 20 ans, de la juge fédérale Esther Salas et de l'avocat Mark Anderle, âgé de 63 ans, qui travaillait auparavant comme procureur. En raison de la gravité de l'attaque, des agents du FBI ont été appelés sur les lieux pour aider les forces de l'ordre locales à déterminer qui avait tiré au domicile de la juge et pourquoi. Les agents des forces de l'ordre ont immédiatement soupçonné un lien entre les deux attaques, bien qu'elles se soient produites si loin l'une de l'autre dans des états différents. Dans les deux cas, les victimes étaient liées au domaine juridique. Il semblait que les personnes touchées par la deuxième attaque étaient des victimes innocentes, et la véritable cible, la juge Esther Salas, avait miraculeusement échappé à l'attaque. Cette série d'incidents suggérait que
le ou les assaillants ciblaient spécifiquement des individus du système judiciaire, augmentant l'urgence et la complexité de l'enquête. Après une expertise balistique, il a été découvert que le tueur avait utilisé un pistolet de même calibre dans les deux cas. Ainsi, les soupçons des enquêteurs concernant un seul tueur ont été confirmés. De plus, plusieurs voisins des victimes avaient vu une voiture claire quitter précipitamment la ville. Les habitants locaux avaient remarqué ce véhicule car il ne venait pas de leur ville. Le criminel portait un masque en raison du confinement, ce qui a donné un avantage à l'agresseur, et les témoins n'ont pas pu décrire son apparence. Étant donné que le motif semblait incompréhensible, les policiers craignaient que le livreur de la mort puisse frapper à nouveau, probablement des personnes également liées au système judiciaire. Les enquêteurs pensaient toujours que la véritable cible de la deuxième attaque était Esther Salas, une mère et la première juge latino-américaine de l'État. Ayant bâti une carrière remarquable, elle avait même été candidate au Sénat en 2011. Elle vivait avec son mari, Mark Anderle, un ancien procureur devenu avocat, ainsi que leur fils, Daniel. La juge Salas avait parcouru un chemin semé d'embûches, débutant comme avocate commis d'office où elle défendait bénévolement les droits de diverses personnes. Son parcours témoigne de son ascension vers un succès professionnel significatif et une vie confortable, tout en construisant sa carrière et sa famille. Elle avait commencé en louant un petit appartement et en étudiant dur, convaincue que l'éducation serait utile pour réaliser ses rêves. Finalement, la femme a réussi à atteindre le sommet, résultat de 10 années de travail acharné. Les parents de Daniel travaillaient beaucoup, tous deux étaient des personnes très travailleuses. Parfois, Esther gérait des dizaines d'affaires en même temps. Sa famille était unie, amicale et très respectée dans la ville. Daniel était un jeune homme sportif et, dès l'âge de 10 ans, il avait rejoint l'équipe de football de son école, où, selon ses entraîneurs, il excellait. Cependant, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a décidé de cesser les entraînements et de quitter l'équipe pour se consacrer pleinement à ses études. Animé par la volonté de suivre les traces de ses parents dans le domaine juridique, il s'est inscrit en 2018 à un collège de droit. Il a été ensuite admis à l'Université catholique d'Amérique, située à Washington, D.C., une institution très prestigieuse, fréquentée par de nombreuses personnalités célèbres et influentes. Malgré leurs emplois du temps chargés, tous les membres de cette famille maintenaient un soutien mutuel et restaient en contact étroit. Lorsque leur fils était parti pour suivre ses études, les parents sont devenus encore plus proches et ont maintenu un contact constant avec lui. Daniel n'avait jamais fréquenté de mauvaise compagnie. Il était éloigné du monde criminel, n'était pas agressif par nature et n'avait pas d'ennemis. Il ne souffrait d'aucune maladie mentale et n'avait pas rencontré de problème les derniers mois avant cette attaque, ce qui permettrait de juger des causes possibles de l'attaque. Selon les enquêteurs, il était une victime accidentelle d'une attaque contre sa mère ou son père. L'attaque contre ce jeune homme joyeux et actif a été un coup dur non seulement pour sa famille, mais aussi pour tout son entourage proche, en particulier pour sa petite amie. La nouvelle de l'attaque du livreur est devenue virale et s'est propagée à la vitesse de la lumière. Tout cela a provoqué une hystérie dans la société et la panique. En effet, pendant le confinement, les livreurs assuraient une grande partie des interactions des gens avec le monde extérieur. Tant que le criminel était en liberté, personne ne pouvait se sentir en sécurité. Mais le confinement a pratiquement arrêté l'enquête sur les deux meurtres. Les forces de l'ordre ont continué d'analyser les maigres informations à leur disposition. Selon les proches de Daniel, le 17 juillet, peu de temps avant le tragique incident, ils s'étaient réunis et avaient passé du temps ensemble avec des amis. C'était une journée agréable en petit comité avec sa mère et son père. Le jeune homme avait organisé cette rencontre pour célébrer son 20e anniversaire. Personne ne pouvait imaginer que cette célébration serait la dernière fois qu'il verrait Daniel. Il n'avait évoqué aucun problème et tout semblait aller pour le mieux. Daniel n'était pas une personne conflictuelle et il était difficile d'imaginer qu'il pourrait avoir des ennemis mortels. 2 jours après leur dernière rencontre, un événement tragique a eu lieu. Un dimanche, jour où les services de livraison ne travaillent habituellement pas, quelqu'un a sonné à la porte de leur maison. Le père de Daniel, observant depuis le haut de l'escalier du 2e étage, a aperçu à travers la fenêtre près de la porte un individu tenant un gros paquet. Surpris qu'un livreur se présente un dimanche,
Et sachant que personne n'attendait de colis, il trouvait la situation particulièrement étrange en période de confinement. Avant que la situation ne soit pleinement comprise, Daniel, sans méfiance, s'est approché de la porte et l'a ouverte. Les événements qui ont suivi ont été reconstitués grâce au témoignage du père de Daniel. Le livreur a demandé au jeune homme d'appeler la juge Esther Salas pour signer l'enveloppe de livraison. Tandis que Daniel hésitait, se demandant où se trouvait sa mère, son père descendait les escaliers pour se diriger vers la porte. À ce moment, des coups de feu ont retenti. Il semble que la présence du père a déclenché une réaction chez l'agresseur qui a ouvert le feu. Instinctivement, Daniel a protégé son père, se plaçant devant le pistolet, et plusieurs coups de feu ont été tirés. Au moment où Esther remontait du sous-sol, elle a été confrontée à une scène tragique. Son fils, Daniel, avait été touché à la poitrine et son mari, Marc, avait reçu 3 balles. L'agresseur avait déjà pris la fuite. Daniel, gravement blessé, était entre les mains de sa mère, qui le voyait s'éteindre sous ses yeux. Elle a immédiatement appelé les secours, et le garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont réussi à stabiliser temporairement son état. Malgré la gravité de sa blessure, Daniel était conscient et est devenu un témoin crucial pour l'enquête. Les enquêteurs sont venus lui parler directement dans sa chambre d'hôpital. Daniel a indiqué qu'il n'avait vu que brièvement le tireur et n'a pas pu fournir une description détaillée, car l'individu portait un masque. Malheureusement, l'état de Daniel s'est rapidement détérioré et il est décédé peu après. Sa mort a été un choc dévastateur pour ses parents, qui pleuraient leur unique enfant. Daniel était d'autant plus précieux pour eux qu'Esther avait subi 3 fausses couches avant sa naissance. Le deuil de la famille a été partagé par de nombreuses personnes qui ont exprimé leur compassion face à cette tragédie incommensurable. Esther et son mari ont vécu ces événements avec une extrême douleur. Avoir un enfant était un rêve de longue date pour le couple, qui avait traversé de multiples épreuves avant de pouvoir enfin accueillir Daniel. Sa naissance avait représenté un miracle et la réalisation de leurs espoirs les plus chers. Ils plaçaient de grandes ambitions en lui, convaincus que Daniel avait le potentiel pour changer le monde s'il le souhaitait. Sa perte a donc été d'autant plus dévastatrice, laissant le couple face à un vide immense et un désespoir profond. Alors que les enquêteurs et les agents du FBI poursuivaient frénétiquement leurs recherches de pistes, un autre événement troublant est survenu à environ 200 km de la maison de la deuxième victime. Sur une route sans issue en milieu rural, près de la rivière Beaver Kill, dans le comté de Sullivan, dans l'État de New York, une voiture abandonnée a été retrouvée. À côté gisait le corps d'un homme identifié comme Roy Den Hollander, un avocat de 72 ans résidant à New York. Les actes de violence étaient extrêmement rares dans cette région, où le taux de criminalité était pratiquement nul, rendant cet incident particulièrement choquant pour la communauté locale. Contrairement aux autres crimes liés, un pistolet a été découvert à côté du corps, suggérant un possible suicide. Les circonstances suggéraient que Roy Den Hollander s'était lui-même ôté la vie, hypothèse que l'enquête a par la suite confirmée. Lors de la fouille de sa voiture, les enquêteurs ont trouvé une enveloppe portant le logo FedEx et adressée à la juge Esther Salas, semblable à celle que le faux livreur avait apportée chez la juge. Cette découverte a conduit les enquêteurs à établir rapidement un lien entre cet incident et l'attaque contre la famille de la juge Salas, suggérant qu'Esther aurait pu être la cible d'une attaque similaire. Il a été établi que le pistolet trouvé à côté du corps de Roy était un 9 mm. Après des analyses balistiques, il a été prouvé que cette même arme avait été utilisée pour tirer sur Mark Angelucci ainsi que sur Daniel et son père. Ces révélations ont mis en lumière un lien sinistre entre les deux attaques, révélant une série d'événements tragiques orchestrés par le même individu. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Roy Hollander aurait pu être l'auteur des attaques contre Mark Angelucci et la famille de la juge Esther Salas avant de se rendre dans le nord de New York, où il se serait suicidé. Cette suite d'actions soulevait cependant la question de savoir si sa mort était le résultat d'un remords pour ses crimes ou si elle constituerait un autre meurtre mystérieux dans une série de représailles contre des membres du système judiciaire. Roy Hollander, un avocat expérimenté avec un CV impressionnant, ne correspondait pas au profil typique d'un criminel violent. Néanmoins, les fouilles de son dernier refuge
ont révélé des preuves supplémentaires liant Roy à ces attaques brutales. Parmi ces découvertes figuraient des notes contenant les adresses de ses victimes, avec Mark Angelucci en tête de liste, suivi par Esther Salas. Ces informations suggéraient une préméditation significative. Des enquêtes supplémentaires ont révélé que Roy Hollander était arrivé à Los Angeles au début du mois de juillet. Enregistré par plusieurs caméras de surveillance, il avait visité un café tout en portant un masque, conformément aux directives sanitaires de la pandémie. Il avait été repéré par d'autres systèmes de sécurité, s'approchant méthodiquement de la maison de Mark Angelucci. Ces déplacements indiquaient une implication directe dans les meurtres, bien que le motif derrière ces actions restait encore flou, ajoutant une couche de complexité à une affaire déjà troublante. Les enquêteurs ont approfondi l'exploration de la biographie de Roy Den Hollander, découvrant plusieurs aspects préoccupants de son passé. L'analyse de son ordinateur et de son téléphone portable a révélé qu'il avait rédigé des mémoires très controversées, s'étalant sur près de 2000 pages. La lecture de ces écrits a convaincu les policiers qu'ils avaient affaire à une personne mentalement instable. Une dédicace troublante figurait en tête du manuscrit. « À ma mère, qu'elle brûle en enfer ». Le texte révélait une profonde aversion de Roy envers sa mère, qu'il accusait de ne pas l'avoir aimé ni correctement pris en charge durant son enfance. Il lui attribuait également la responsabilité de la mort de son frère, décédé dans des circonstances mystérieuses avant sa naissance. Après le décès de sa mère, il avait dispersé ses cendres sur l'herbe en hommage à son frère. Roy Den Hollander avait vécu à Moscou dans sa jeunesse, où il s'était même impliqué dans une bagarre de rue qui avait été diffusée à la télévision. Durant son séjour à Moscou, il était un avocat éloquent et bien vu, et il avait rejoint une organisation locale de défense des droits en 1999. Bien éduqué, il avait réussi à constituer un CV impressionnant. Cependant, sa vie personnelle était marquée par une certaine faiblesse pour les femmes. Il fréquentait assidûment les cercles mondains et la vie nocturne, visitant des clubs et des bars où il recherchait la compagnie de jeunes filles, souvent âgées de 16 à 17 ans. En 2000, il avait été séduit par un mannequin de 24 ans, Angelina Chipilina, qui lui avait fait perdre la raison. Roy Den Hollander l'avait épousée, puis était allé vivre avec elle aux États-Unis. Cette série d'événements et de comportements contribuait à dresser le portrait d'un individu complexe et troublé, aux multiples facettes, parfois contradictoires. Angelina Chipilina, mannequin à l'apparence très attrayante, avait entamé une union controversée avec Roy Den Hollander. Peu de temps après leur mariage, le couple s'est engagé dans une procédure de divorce conflictuel, où chacun accusait l'autre de mauvais traitements. Les mémoires de Roy contenaient de nombreuses remarques sexistes et racistes, révélant une profonde misogynie. Les accusations de son épouse concernant les mauvais traitements prenaient donc une certaine crédibilité au vu de ses écrits. Dans son mémoire, Roy exprimait ouvertement son mépris pour les femmes, et il était particulièrement virulent envers son ex-femme, la traitant de stripteaseuse et l'accusant de l'avoir utilisée pour obtenir un visa américain et l'abandonner une fois sa carte verte en poche. Après un divorce amer, Roy Den Hollander a développé une hostilité généralisée envers les femmes et a commencé à militer activement pour les droits des hommes. Il a engagé plusieurs procédures judiciaires visant à défendre ses droits, s'attaquant notamment aux bars et clubs qui offraient l'entrée gratuite aux femmes. Il a également contesté les politiques de l'Université Columbia, son alma mater, qu'il accusait de sexisme. Bien qu'il ait perdu plusieurs de ses batailles juridiques, il a continué à se battre avec acharnement pour ce qu'il considérait comme les intérêts des hommes. Ses actions reflétaient un engagement profond, mais également un parcours marqué par des conflits personnels et idéologiques intenses. Dans le contexte où les deux hommes défendaient les droits des hommes, il semblait paradoxal que Mark Angelucci, lui-même anti-féministe et avocat, ait été la première victime de Roy Den Hollander. On aurait pu penser qu'ils partageaient des intérêts communs, mais les enquêtes policières ont révélé une rivalité sous-jacente. Selon ses anciens collègues, Roy était persuadé que Mark empiétait sur son domaine juridique. Bien qu'il faisait partie de la même communauté militante pour les droits des hommes, Roy avait été exclu en raison de son comportement inapproprié et excessivement agressif. Cette communauté a pour but de promouvoir l'équité entre les sexes,
sans offenser ni humilier personne. Une approche que Roy, avec ses attitudes misogynes et oppressives envers les femmes, ne partageait pas. Après son divorce houleux, non seulement la vie personnelle de Roy s'était détériorée, mais sa carrière professionnelle aussi. Il perdait régulièrement ses affaires, était devenu insolvable, sombrait dans l'alcool et, selon certaines rumeurs, consommait des substances illicites. Malgré ces difficultés, Roy se voyait comme une personnalité publique, souvent en publiant des vidéos où il affichait un comportement étrange et inapproprié, par exemple en manifestant sa colère dans la rue. Cependant, beaucoup ne prenaient pas ses vidéos et ses actions au sérieux, sous-estimant peut-être la profondeur de sa détresse et de sa colère. Roy Den Hollander était en réalité une bombe à retardement. Son état mental et physique s'était détérioré rapidement. Une situation que beaucoup de ses collègues et proches avaient remarquée, mais sans alerter qui que ce soit à temps. En 2018, Roy avait révélé sur ses réseaux sociaux qu'il avait été diagnostiqué avec une forme mortelle de mélanome. Il se plaignait du manque de soutien et avait même intenté un procès contre l'hôpital pour négligence, mais sa plainte avait été rejetée. Cela semblait être une tentative de Roy d'attirer l'attention sur lui ou de trouver une excuse pour ses échecs professionnels. Il a continué à partager ses pensées sur les réseaux sociaux jusqu'en juillet 2020. Pendant ce temps, la carrière de Mark Angelucci et d'Esther Salas prospérait. Ils étaient fréquemment présents à la télévision et avaient gagné en popularité et en succès dans leur domaine. En parallèle, aucun de leurs collègues ne considérait Roy comme une menace. Il ne participait pas à des conférences en faveur des droits des hommes, ne faisait aucune menace explicite et n'avait pratiquement aucun contact avec ses futures victimes. Personne ne soupçonnait qu'il y avait un problème ou un danger potentiel associé à sa personne, ce qui a probablement contribué à l'absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher les tragédies qui ont suivi. La veille de la série de crimes, Roy Den Hollander avait essuyé une nouvelle défaite judiciaire. Sa requête avait été rejetée en appel par la juge Esther Salas, qui l'avait ensuite dessaisie de l'affaire. En réaction, Roy a laissé une note furieuse dans son journal, où il accusait la juge Salas de paresse et d'incompétence. Ce moment semble avoir été décisif dans sa décision de passer à l'acte. Toutefois, avant de s'attaquer à la juge Salas, il a choisi d'éliminer un rival qu'il percevait comme une menace dans son combat pour les droits des hommes, Mark Angelucci. Avec ces découvertes, les motifs derrière ces crimes tragiques sont devenus clairs pour les enquêteurs, révélant une suite d'événements déclenchés par des revers professionnels et une animosité personnelle profonde. Daniel et son père étaient également des membres respectés de leur communauté. Daniel étant vu comme un jeune homme prometteur et son père comme un avocat expérimenté. Les parents étaient convaincus que Daniel aurait pu avoir une carrière brillante et réaliser de grandes choses. Tragiquement, Daniel est devenu la victime collatérale d'un assaillant qui semblait avoir perdu tout esprit de lutte. Son père est convaincu que la première balle était destinée à lui-même. Cependant, dans un geste héroïque, Daniel a protégé son père en se plaçant devant lui, sacrifiant sa propre vie pour sauver celle de son père. Grâce à cet acte courageux, son père a survécu. Empli de douleur et de gratitude, le père a exprimé qu'il aurait volontiers pris la place de son fils, mais il n'a simplement pas eu l'opportunité d'ouvrir la porte à sa place. En réalité, le père a subi 3 blessures graves et a mis longtemps à se rétablir à l'hôpital, mais aucune d'entre elles, heureusement, n'a été mortelle. L'homme suppliait littéralement les policiers de trouver le criminel qui a pris la vie de son fils. Heureusement, il n'a pas eu le temps de faire du mal à quelqu'un d'autre et a mis fin à sa propre vie avec la même arme avec laquelle il avait tué ses 2 victimes. Cependant, personne ne pouvait comprendre pourquoi Roy avait choisi d'aller dans ce quartier précisément lors de son dernier jour de vie, qui est devenu son dernier refuge. La rivière Beaver Kill est un endroit connu pour la pêche à la truite. Dans ce quartier prestigieux et discret se trouvent les luxueuses maisons des Rockefeller et d'autres personnes fortunées. L'unique lien apparent que les agents du FBI ont pu établir est que Roy passait ses vacances d'enfance dans un camp de vacances de cette région. Cet endroit semblait avoir une importance particulière pour lui, peut-être lié au meilleur moment de sa vie. Ce choix final de lieu pourrait refléter une tentative de Roy de se reconnecter avec un passé plus heureux,
ou de chercher un dernier refuge dans un lieu chargé de souvenirs personnels avant de commettre l'irréparable. En poursuivant l'examen des notes inquiétantes de l'homme, la police a découvert une liste complète de noms, comprenant des travailleurs du domaine juridique ainsi que des médecins éminents et d'autres experts du domaine médical. Parmi eux, dans la voiture de Roy, une photo et les informations d'une autre juge, Janet Di Fiore, ont été trouvées. Apparemment, elle était la prochaine sur sa liste. Lors de la vérification de la liste des cibles potentielles que Roy Denhollander avait établie, les enquêteurs ont découvert que, fort heureusement, personne d'autre parmi eux n'avait été attaqué, à l'exception des 2 victimes précédentes. Il est possible que Roy ait initialement prévu d'attaquer d'autres personnes sur cette liste, mais qu'il ait soudainement changé d'avis, peut-être en raison de la détérioration de son état de santé. Son diagnostic de mélanome, en phase terminale, pourrait avoir accéléré sa décision de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs ont informé tous ceux qui figuraient sur cette liste que leur vie pouvait être en danger en cas d'activation des complices de Roy. Ces personnes étaient effrayées et exigeaient d'être protégées. Elles voulaient des clarifications, mais les enquêteurs avaient besoin de temps pour analyser une énorme quantité d'informations, y compris pour étudier les 2000 pages de ses mémoires. Après une longue vérification de la liste des victimes potentielles de Roy, la police n'a pas pu répondre à la question de ce qui motivait Roy à s'en prendre à d'autres personnes. Tout cela semblait injustifié et cette liste d'identités aléatoires n'avait aucun lien entre elles. Finalement, tous ces individus de la liste ont pu être rassurés car le FBI a établi que l'avocat de 72 ans agissait seul, sans complice, et ses notes ont été analysées pendant des centaines d'heures. La plupart de ces notes contenaient différents arguments controversés. Cependant, Roy n'avait pas écrit de motif précis pour aucune des personnes de la liste. Sur ses pages de réseaux sociaux, ses dernières publications étaient consacrées à la pandémie. Il accusait le gouverneur de l'État d'être responsable d'un grand nombre de victimes, estimant qu'il n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les psychiatres judiciaires ont conclu que cela révélait la psychose d'une personne qui souffrait de troubles et avait subi un coup du destin douloureux. 7 mois après cette fusillade, le mari de la juge Esther, Mark Anderl, était toujours en convalescence. Le processus de rétablissement était très lent. Sa femme, qui avait miraculeusement échappé à la mort bien qu'elle ait été la véritable cible du tueur, a lancé une campagne pour modifier la législation en vigueur dans l'État. Son objectif était d'interdire la divulgation des adresses des juges au grand public. C'est une initiative raisonnable, car très souvent, les criminels mécontents d'un verdict veulent exprimer leur colère envers les juges. En novembre 2020, elle a réussi et a pu prouver la nécessité de ces amendements. La nouvelle loi porte le nom de son fils. Le gouverneur du New Jersey a signé les documents. Depuis lors, les adresses des juges ont disparu de l'accès public dans leur État, alors qu'il était facile de les trouver sur Internet. Selon Esther Salas, cela donnerait aux responsables de l'application des lois la protection dont ils ont besoin, car les décisions qu'ils prennent sont souvent contraires aux intérêts des prévenus. À l'heure actuelle, Esther Salas et son mari, Mark Anderl, travaillent à promouvoir cet amendement au niveau fédéral. Ils ont plaidé en faveur de son examen au Congrès des États-Unis. Ils voient cela comme une lutte pour la justice, car le suicide de Roy n'a pas permis de le juger. Ils considèrent cet acte comme de la lâcheté. De cette manière, les parents veulent honorer la mémoire de leur fils, qui est mort injustement à l'âge de 20 ans. Chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.